Aujourd'hui, on va accueillir Sylvain Moulera, membre du conseil scientifique d'ITCOP, sur un projet labellisé, financé dans le cadre de la FEREC, donc avec mon collègue Thibaut Prévost. Il va nous parler du projet OCAPI, observation de la biodiversité par des capteurs plus intelligents. Donc, juste avant de commencer, un petit rappel. Donc, je vais inviter tous les participants à couper leur micro et caméra durant la petite demi-heure qui va venir. Donc Sylvain va nous présenter son projet et à l'issue de cette présentation, nous aurons une phase d'échange et de dialogue avec l'ensemble des participants pour que vous puissiez avoir ce contact direct aussi avec le porteur de projet et ses partenaires. Si jamais au fur et à mesure de la présentation, vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire, mais via le chat, et à ce moment-là, on réembrayera directement dessus lorsque la parole sera à vous. Donc tout le webinaire va être enregistré. Il sera disponible en replay sur le site itcop.fr. On vous remettra les liens dans le chat. Et les supports de présentation seront aussi à votre disposition. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Donc Sylvain, la parole est à toi. Et quand tu reverras mon visage réapparaître, on sera proche de la conclusion. En te remerciant et à tout à l'heure. Ça marche. Merci Yannick. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu les résultats en fait d'un projet que j'ai porté là entre 2019 et 2020, financé par la Fondation FEREC, qui est une fondation d'entreprise, et surtout un petit peu les avancées en fait sur ce projet. Et je vais essayer de le replacer un peu dans un cadre opérationnel d'application concrète. Donc d'abord, très rapidement, moi je suis le directeur général et le directeur recherche-développement de Teruico, en fait, qui est une société qui est spécialisée en fait dans le transfert de technologies. Donc on va chercher les technologies dans les laboratoires où on monte nos propres projets de recherche, de manière à pouvoir fournir les opérationnels en fait et praticiens en fait du génie écologique avec notamment des outils numériques. Donc, comme je disais, on participe ou on pilote un certain nombre de projets de recherche. Et aujourd'hui, je vais principalement vous parler du projet OCAPI, là, que vous voyez, qui a été bouclé en 2021, et sur lequel on a travaillé sur les questions en fait d'utilisation de capteurs en fait pour faire du monitoring de la biodiversité. Donc le projet OCAPI au départ c'est un petit projet en fait d'un an en fait, donc qui a été porté par Teruico, financé par la FEREC, on l'a dit, labellisé par le programme de recherche ITCOP, avec un partenariat informel avec SNCF Réseau, pardon, qui nous a permis de travailler sur certains de ces sites. Et des partenaires académiques, donc l'université Gustave Eiffel et le centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Côté CEF, c'est Olivier Jiménez en fait qui est partenaire sur ce projet, et à l'université Gustave Eiffel, c'est Jean-Philippe Tarel. Mais ce projet ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il se poursuit avec on a bénéficié d'un programme d'investissement d'avenir, donc ce projet se poursuit encore pendant au moins 3 ans. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelques contributeurs à ce projet qui étaient là. J'ai aperçu David et Elodie qui travaillent avec nous, du coup, qui sont à la station d'écologie théorique et expérimentale à Mondis, donc un des nouveaux partenaires sur le projet. Et du coup, ça s'étend avec l'université Paul Sabatier, l'IRIT, le LIS, donc qui sont des laboratoires d'informatique, et des partenariats industriels plus structurés avec des collaborations avec ICI Consult, qui est une boîte d'électronique, et BrainChip, qui est un fournisseur de microprocesseurs. Donc, comme vous voyez, c'est un projet qui bouge beaucoup, et l'idée principale en fait qu'on voulait traiter dans ce projet OCAPI, c'était en fait, on se posait une question toute simple, c'est comment on peut utiliser en fait les capteurs qui sont de plus en plus installés aux abords des infrastructures, donc tout type d'infrastructures, que ce soit les caméras de surveillance, les caméras de circulation ou des dispositifs qui sont spécialement installés pour les suivis de la biodiversité. Comment on peut utiliser en fait ces différents capteurs pour cartographier et suivre le risque de collision entre les véhicules, que ce soit train, voiture, camion, et la biodiversité, donc principalement la grande faune dans ce cas.
Donc pour traiter cette question, dans le projet Okapi, on a identifié 3 étapes clés. C'est d'abord essayer de reconnaître en fait automatiquement via les méthodes de deep learning, d'apprentissage profond, en fait, qui sont une partie de l'intelligence artificielle, comment on peut utiliser ces méthodes-là en fait pour identifier les espèces qui nous intéressent à partir là principalement de caméras dans un premier temps. Donc avec ces caméras, voir les espèces qui sont autour de nos infrastructures. Une fois qu'on a vu ces espèces en fait à l'aide de nos caméras, la deuxième étape, c'est est-ce qu'on est capable à partir de ces informations en fait d'interpoler, d'extrapoler en fait cette information et de construire ce qu'on appelle des modèles de distribution d'espèces afin d'avoir une idée en fait des secteurs dans lesquels nos espèces cibles génératrices de collisions sont le plus présentes. Et enfin, dernière étape, ça sert à rien de faire tout ça si on peut pas le mettre en œuvre sur le terrain, c'est la mise en application en fait sur des cas d'usage. Est-ce que même si on arrive en fait à réaliser les 2 premières étapes, est-ce qu'elles sont utilisables sur le terrain, et est-ce que sur le terrain, on peut espérer que ça nous donne des résultats pertinents. Donc concernant le cas d'usage, en fait, nous on a la chance côté Terroico là d'avoir un projet assez long terme avec SNCF Réseau et la Fédération des chasseurs. Donc en fait, sur l'ensemble de l'Occitanie, on travaille à la réduction des points noirs de collision. Donc en fait, on a réalisé à l'aide de simulations numériques et d'analyses statistiques en fait la localisation des principaux points noirs de collision en Occitanie. Donc ça, on a fait un premier screening des secteurs les plus à risque en fait à l'échelle de la région. Ensuite, sur 5 sites jugés prioritaires par la SNCF, on a, avec la Fédération des chasseurs d'Occitanie, en fait, on a réalisé du terrain pour voir un petit peu dans le détail comment était le secteur, fait des propositions d'aménagement, scénariser en fait ces aménagements et regarder leur potentiel de coefficacité en fait à l'aide de simulations numériques une fois de plus. Et on a pu comparer différents types de scénarios de cette manière-là. Et une fois qu'on est arrivé au bout de cette partie, je dirais, design d'aménagement, en fait, la dernière étape, ça a été de mettre en place aussi des protocoles en fait pour le suivi, avec l'idée que c'est du suivi à réaliser avant mise en œuvre des mesures d'aménagement, pendant les mesures d'aménagement et après les mesures d'aménagement afin de vérifier qu'elles sont bien efficaces. Et parmi les protocoles de suivi proposés, en fait, on a du suivi en fait par piège photographique qui est planifié. Donc du coup, pour développer notre projet, en fait, on s'est mis dans ce cadre opérationnel-là, dans lequel du coup on avait déjà pas mal d'informations disponibles. Donc si je reviens aux 3 étapes principales en fait qui sont nécessaires pour réaliser le projet Okapi, en fait notre première étape c'est de faire de la reconnaissance automatique avec du deep learning sur les images. Donc, je vais pas rentrer dans le détail du deep learning, c'est vraiment pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Je vais essayer de rester sur les choses très opérationnelles. Mais le principe général en fait de ces méthodes-là, c'est de faire apprendre à l'ordinateur en fait à partir de nombreuses, voire très nombreuses données pour lesquelles on connaît l'information, faire apprendre à l'ordinateur à reconnaître automatiquement les espèces. Donc en gros, on va donner à la machine plein de photos sur lesquelles on sait quelle espèce on a, et à la fin, la machine est censée nous prédire, enfin, sur de nouvelles images, en fait, est capable de nous reconnaître les espèces qui nous intéressent. Ça, c'est la théorie. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'avoir pas mal de données disponibles. Donc ça, trouver les données disponibles, pas de problème. On a un réseau de partenaires qui nous a fourni beaucoup de données. Par contre, sur ces données, en fait, il faut pouvoir être en mesure de savoir quelles espèces sont présentes sur chacune des photos. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation. Et là, on s'est retrouvé face à un premier problème opérationnel, c'est que la plupart des partenaires avec lesquels on a travaillé pour la fourniture de données souhaitaient maîtriser en fait leurs données et ne souhaitaient pas en fait que leurs données soient facilement mises à disposition de tout le monde. Donc en gros, ils voulaient garder la maîtrise sur leurs données. Et il se trouve que la plupart des plateformes qui existent en fait aujourd'hui ne permettent pas en fait de gérer le sujet de la maîtrise des données correctement.
Donc là, on a eu un premier frein. Et puis une deuxième contrainte un peu moins importante, mais qu'on a voulu traiter, c'est le fait qu'en fait, on n'ait pas jusqu'à présent, pas de plateforme d'annotation d'images, donc des outils qui soient dédiés en fait à identifier des espèces, des espèces en fait, pour entraîner des intelligences artificielles. Donc, pas de plateforme dédiée à la notation d'images pour la biodiversité. Donc, en fait, on a s'est pas posé trop de questions trop longtemps. On a dit, bon, bah, c'est un peu dans notre cœur de métier. On va développer une plateforme d'annotation dédiée à l'entraînement de l'intelligence artificielle pour la biodiversité. Donc, ça, c'est la plateforme Okapi. Du coup, que je vais vous présenter très rapidement, donc qui est complètement dédiée à travailler avec les outils d'intelligence artificielle dédiés à la biodiversité. Donc, globalement, la plateforme, c'est un outil en open source. Hein. Les codes sont disponibles sur le GitLab du projet. Le principe, c'est qu'on a une partie du logiciel en fait qui permet d'entreposer de la donnée. Une fois que ces données sont téléversées, entreposées, il y a une première phase de traitement qui permet de les anonymiser. Donc, en fait, on va faire tourner déjà des algorithmes d'intelligence artificielle pré-entraînés qui savent reconnaître notamment les humains, de manière à anonymiser les données. Et comme ça, quand on va représenter ces images à des gens qu'on va appeler des annotateurs, qui sont là pour reconnaître les espèces sur les différentes images, lorsqu'on a des gens en fait sur les images, leurs visages sont floutés et comme ça on assure l'anonymisation. Et une fois que ces données sont annotées, en fait, elles viennent dans une autre zone de stockage, parce que vous voyez le volume appelé données annotées. Et là, du coup, on constitue une base de données avec des images et les annotations, donc des images sur lesquelles on a l'information. J'ai vu telle espèce à tel endroit de l'image. Et du coup, c'est ces données-là, en fait, qui sont réutilisées par ce qu'on va appeler les data scientists, donc les gens qui vont développer les intelligences artificielles, qui vont entraîner les réseaux de neurones qui sont capables de reconnaître les espèces. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir utiliser les données. Puis comme on avait un autre petit sujet concernant l'infrastructure, ça demande une grosse puissance de calcul, faire l'entraînement d'intelligence artificielle qui sont pas toujours faciles d'accès, ça demande toujours d'acheter plein d'ordinateurs. On a mis en place un système de serveurs GPU en fait qui sont adossés aux entrepôts de stockage, ce qui permet à la fois de pouvoir assurer le fait que les données confidentielles restent localement et que par contre la puissance de calcul en fait puisse être mobilisée sur ces données malgré le fait qu'elles soient sécurisées. Donc d'un point de vue pratique, comment ça se présente? On a un entrepôt de données bêtement où un propriétaire de données en fait va déposer une série d'images qu'il va pouvoir choisir comme étant publiques ou libres. Et du coup, tout le monde pourra les voir. Et si elles sont privées, en fait, seul le propriétaire et les gens avec qui il décide de les partager pourront voir et télécharger les images. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité d'entrepôt de données très classique. Et après, une fois que c'est passé dans l'entrepôt de données, il y a déjà une première intelligence artificielle qui passe, donc qui ne sait pas reconnaître les espèces pour l'instant. Elle ne reconnaît que le bétail véhicule et humain. Et elle va commencer à nous identifier des choses. Alors là, par exemple, vous voyez ce qu'on appelle une boîte englobante ici, là, en jaune autour de mon renard. Initialement, l'intelligence artificielle croyait que c'était un humain, donc c'est pour ça qu'il y a le Homo sapiens qui est là. Donc ça nous permet de gagner un peu de temps, parce que la boîte englobante est faite directement, et on n'a plus qu'à changer le nom en fait de l'espèce. A priori, on est plutôt sur un renard que sur un humain. Et à savoir quand même, petit détail, c'est que pour éviter les erreurs d'annotation et les problèmes d'identification avec les modifications dans les changements de nom d'espèces, la boîte de recherche sur justement les noms d'espèces est directement liée à TaxRef et mise à jour tous les ans de manière à ce que les annotations soient à jour et utilisent les noms latins et vernaculaires d'actualité. Donc, petit outil développé au passage dans
dans le projet. Du coup, ça nous a permis en fait de commencer à faire nos annotations et à commencer à entraîner des intelligences artificielles. Donc le principe, c'est qu'on n'est pas parti d'un réseau de neurones, on n'est pas parti de zéro. On a utilisé un réseau qui est assez classique, hein, qui est YOLO en version 5 et qui est pré-entraîné en fait sur un jeu de données qui s'appelle Coco. À partir de là, en fait, YOLO 5 est déjà capable avec ce type d'entraînement, est déjà capable de reconnaître les humains, les véhicules, comme je le disais, et une bonne partie du bétail et les animaux domestiques. Donc, il est déjà capable de reconnaître pas mal de choses. Et en fait, on a pris ce réseau-là et on l'a réentraîné avec à peu près 30 000 images labellisées avec une quinzaine d'espèces qu'on avait régulièrement sur nos images. Et du coup, on lui a fait apprendre des espèces additionnelles. Pour l'instant, c'est encore un travail qui est en cours. Là, c'est vraiment des résultats préliminaires là, sur la partie intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on reconnaît assez bien on reconnaît même bien les espèces qui nous intéressent principalement pour les collisions, hein, à savoir les sangliers et chevreuils. On est encore un peu juste sur le cerf parce qu'on manque un petit peu de données dans notre base. On a assez peu de photos de cerfs pour l'instant, donc ça, c'est des choses qui devraient arriver prochainement. Et après, je dirais en bonus, on a les blaireaux, lièvres, lapins, etc., qui sont bien reconnus aussi et qui sont souvent aussi impliqués dans les sujets de collision. Donc, pour l'instant, une petite intelligence artificielle, comme je dis, hein, pas encore tout à fait stabilisée, elle devrait être stabilisée début janvier, qui nous permet en fait d'identifier une quinzaine d'espèces, en plus des humains, du bétail, des animaux domestiques et des véhicules. Ce qui nous permet du coup déjà de travailler sur notre première étape de reconnaissance. Cette partie-là, dans le projet Okapi, est à peu près opérationnelle. Donc maintenant qu'on a nos sujets, notre partie reconnaissance qui est opérationnelle, on peut s'attaquer aussi au sujet modèle de distribution. Donc le principe général de ces modèles-là, c'est qu'à partir d'observations ponctuelles, on va essayer de prédire ce qui se passe en fait entre ces observations, donc, entre ces trous. Donc par exemple ici, vous voyez un petit projet d'aménagement sur un des sites SNCF sur lequel on a travaillé. Les étoiles vertes et bleues que vous voyez à l'écran, c'est une partie du dispositif de suivi par piège photographique qui a été déployé à partir de cette année sur ce site. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de déterminer à partir de ce qu'on voit sur ces pièges photographiques ce qui se passe entre les pièges photographiques. Alors là, c'est vraiment un zoom. Sur la zone, on a une vingtaine, une vingtaine de pièges photos qui sont disposés à une échelle un peu plus large. Du coup, on va essayer de travailler à faire une cartographie des risques un peu plus large que seulement focalisée sur le petit zoom que je vous présente ici. Avant de se lancer dans une application directe opérationnelle à partir des données de pièges photo, on a surtout travaillé à faire des modèles qui soient robustes. Donc en fait, on a travaillé à partir de données simulées. Donc on s'est mis dans un cadre complètement théorique. Donc ça, c'est essentiellement le CEF qui a travaillé sur cette partie-là. Et pour ce faire, on est parti de données de simulation numérique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous, ça fait à peu près 4 ou 5 ans qu'on travaille avec SNCF sur le secteur. Donc on a réalisé des simulations de dynamique de population d'ongulés dans le secteur avec Simoico. Donc le principe de ces simulations, c'est qu'on va essayer de reproduire vraiment l'intégralité du cycle de vie de nos chevreuils et de nos sangliers sur la zone d'étude et qu'on va simuler en fait les déplacements de ces espèces. Alors particulièrement concernant le chevreuil et en plus dans une zone qui est juste contiguë en fait à notre zone d'étude, on a pu montrer en fait que le simulateur était capable de très bien prédire en fait les dynamiques de population en fait en comparant les données de génétique simulées par Simoico avec les données génétiques des populations de terrain. Et on a des très très bonnes prédictions en fait sur un très bon raccord entre le prédit et l'observé sur le terrain pour la simulation. Donc en fait, on est assez confiant que la partie simulation représente bien ce qui se passe sur le terrain, en particulier dans ce secteur-là.
Donc à partir de là, là vous avez l'intégralité du site d'études sur la gauche et l'intégralité du dispositif de suivi par piège photographique. Donc tous les points bleus et verts que vous voyez sur la carte de gauche sont les pièges photos qui sont installés pour faire le suivi dans le secteur. Donc pour créer notre modèle de distribution, en fait comme on n'avait pas encore accès aux données et puis qu'on voulait avoir déjà une approche assez théorique pour être sûr d'avoir un modèle bien robuste, on a simulé en fait des événements de capture, comme si on avait un opérateur sur le terrain ou un piège photographique en fait sur le terrain qui observait en fait ce qui pouvait se passer. Donc en fait, on a croisé les informations qui viennent de la simulation avec les informations qui viennent de la disposition des pièges photographiques pour recréer virtuellement. Ce que vous voyez en bas à droite, ce sont des histoires de capture d'ongulés. Donc le principe, c'est que on simule artificiellement en fait 10 événements pendant lesquels en fait on a des prises de vue, et à chaque fois qu'on a un événement qui passe en bleu, ça veut dire qu'on a vu le chevreuil. Enfin, on simule le fait d'avoir vu le chevreuil dans le piège photo, et quand c'est en rouge, c'est que dans cette période-là, le piège photo n'a pas vu de chevreuil. Voilà. Donc à partir de ces données simulées, on a construit un modèle de distribution assez basique qui est basé, qui prend en compte notamment l'effort d'observation et un petit peu la fréquentation simulée. Et on voit que les meilleurs modèles en fait qui permettent en fait de bien prédire la répartition, la probabilité de présence en fait de nos espèces sont ceux que vous voyez en bas du tableau, là, celui qui s'appelle mFreq et mFull, sont deux modèles en fait qui considèrent l'effort d'observation, donc le nombre de pièges photos, constant ou variable. Alors, soit on considère que, en fait, ça veut dire que si on a un piège photo ou 3 ou 4 pièges photos, le résultat est à peu près équivalent sur chacun des pixels qu'on a étudiés. Et par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une idée un petit peu du mouvement et des zones de déplacement des espèces. Et là, ça aide beaucoup à faire la prédiction. Donc, ce qu'on voit ici en bas à gauche, c'est le résultat en fait de la prédiction de présence de l'espèce. Et du coup, quand on la compare aux données simulées, on voit que notre modèle prédit plutôt bien la présence de l'espèce. Donc, a priori, on n'a pas de souci. C'est un modèle relativement simple. Il est validé d'un point de vue théorique. Maintenant, le but du jeu, ça va être de le mettre en œuvre sur le terrain, voir un petit peu comment ça bouge les choses. Et au passage, le deuxième petit outil qui peut être très pratique, en fait, en travaillant sur la construction de ce modèle, ça nous permet aussi ça nous a permis en fait d'avoir l'opportunité de travailler aussi sur les systèmes pour optimiser en fait le nombre de pièges photos à disposer sur le terrain, de manière à faire les suivis, puisque en fait, si on fait des boucles itératives en supprimant certains des points ici de pièges photo, on peut très bien tendre vers un dispositif optimal et utiliser juste le bon nombre de pièges photos et pas mettre des pièges photos partout dans le paysage pour suivre nos espèces. Donc ça, c'est un petit bonus aussi du projet. Donc si j'en reviens à mon projet Okapi en général, comme je vous le disais, maintenant la dernière étape, c'est la mise en application générale. Alors là, on a été un peu coincé par des histoires de calendrier. On a eu un petit décalage de 1 an là sur la mise en place des pièges photos sur le terrain. Donc à ce jour, on n'a pas pu mettre en place toute la chaîne de traitement sur le terrain. Donc on a nos briques qui fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. On sait bien lier nos briques, donc on sait bien faire la reconnaissance, on sait bien faire le modèle de distribution, on sait bien automatiser en fait le passage de la donnée des pièges photographiques brut, donc la photo, vers la construction du modèle de distribution et donc la cartographie des risques à l'échelle de notre paysage. Par contre, on n'a pas pu la mettre en œuvre sur le terrain, puisqu'on a eu un décalage de 1 an là, pour la pose des pièges photos. Donc, on devrait avoir les premières données exploitables l'année prochaine. Alors après, le fait que ce soit décalé d'1 an, si on avait pu démarrer l'année dernière, ça aurait été bien, mais on n'aurait eu qu'un seul site. Là, l'avantage
un des avantages finalement de ce report de 1 an, c'est qu'au mois de janvier, on aura 5 sites suivis de cette manière-là. Et comme ça, on pourra voir un petit peu améliorer la robustesse de cette chaîne de traitement général. Donc ça, c'est ce qu'on a conduit en fait dans le projet Okapi. Et aujourd'hui, en fait, on est en train d'étendre en fait ces applications. Alors d'une part, avec un nouveau projet là qui a démarré cette année, c'est le projet Egg en fait qui va s'amuser en fait à étendre ce concept d'utilisation de capteurs pour faire de la cartographie des risques de collision. On va l'étendre en fait au domaine aéroportuaire. Avec un postdoc qui démarre en collaboration avec l'université Gustave Eiffel et le bureau d'études minières en Espagne. Et là, on va pas se focaliser seulement sur les données images, on va aussi travailler avec des données d'enregistrement sonore, donc faire de l'identification à partir de contenus sonores. Et là, vous voyez les nouvelles fonctionnalités de la plateforme d'annotation dédiée en fait à l'identification et au développement d'IA acoustique. Et là, au passage, je remercie David et Elodie là, que j'ai vu passer dans les participants au webinaire qui nous aident beaucoup pour justement développer ces fonctionnalités-là. Donc ça, c'est un projet qui va se dérouler pendant 2 ans. Et donc là, on va essayer de faire la même chose, mais en détectant des oiseaux et en milieu aéroportuaire. Donc d'autres challenges et d'autres applications. Et puis le deuxième projet là qui découle de Okapi, et dont je voulais vous parler rapidement dans ce webinaire, c'est un projet qui est beaucoup plus théorique. Donc là, j'ai une thèse CIFRE qui démarre avec Olivier Jiménez au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive et Marie-Pierre Etienne à l'IRMAR. Donc ça, c'est à Rennes, c'est un laboratoire de maths. Et où là, on va travailler sur des questions qui sont beaucoup plus théoriques, mais jusqu'à présent, en fait, tous les modèles en fait qui travaillent sur le suivi de la biodiversité, la cartographie, en fait, la répartition des espèces, sont des modèles en fait qui ont été développés en fait pour travailler sur de la donnée d'information discrète. En gros, quand on va sur le terrain, on peut pas être en permanence sur le terrain, on n'a pas un opérateur sur le terrain qui bouge pas et qui regarde des bêtes pendant toute l'année. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, jusque-là, ça n'existait pas. Donc, tous les modèles, en fait, ont été faits pour être adaptés à des systèmes d'observation ponctuels. Et aujourd'hui, le fait d'utiliser, en fait, des capteurs, donc là, cette fois-ci, d'avoir de l'observation en temps continu et opportuniste, ça change un petit peu la donne et du coup ça demande à développer de nouveaux types de modèles aussi bien pour analyser les données de capture, marquage, recapture que pour analyser les modèles de distribution d'espèces. Donc c'est sur ce type de questions qu'on va se pencher dans ce projet de thèse qui a démarré au mois de novembre cette année et donc qui devrait s'étendre sur 3 ans. Donc là l'idée ça va vraiment être de développer des modèles statistiques qui sont adaptés à l'utilisation et au déploiement des capteurs en temps continu. Donc je vous remercie de votre attention et puis je pense que je peux répondre à vos questions maintenant s'il y en a. J'ai essayé de vous présenter les choses de façon très opérationnelle, mais on peut tout à fait discuter plus science et technique dans le détail. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup Sylvain d'avoir tenu le tempo et surtout vu la densité de ce que tu as présenté. Donc je vois effectivement pas mal de monde qui sont présents. Le chat a été d'un calme absolu, donc peut-être que si vous voulez prendre la parole. Voilà, donc tu as été d'une clarté totale, donc tout le monde a la réponse à ce qu'il souhaitait, mais je pense qu'on a quand même la possibilité et la chance de pouvoir discuter directement avec toi. Donc avant que moi je te pose des questions, peut-être que d'autres souhaitent prendre la parole par rapport à ce que tu as présenté. Je ne sais pas qui souhaite, peut-être tes partenaires, tes collaborateurs aussi, pour les actions que vous avez engagées, les difficultés que vous avez pu rencontrer, ou je ne sais pas. N'hésitez pas. Je crois que sur Okapi, je suis tout seul. David et Elodie m'ont aidé. Ils aident toujours beaucoup sur le développement en fait, des fonctionnalités sur les IA acoustiques.
et notamment les outils d'adaptation, donc qui sont tous les deux à la station d'écologie à Moulis. Et je vois qu'il y a Carmé aussi sur le projet Aigle. Là, on n'a pas encore démarré le terrain. Donc, pour l'instant, oui. Ok. Qui souhaite prendre la parole ou intervenir? Bon, alors on va commencer. Moi, je vais lancer. J'ai une question à propos justement du projet Aigle. Ça, c'est effectivement des sujets qui sont très pertinents. Est-ce que tu as eu, dans le cadre de sa préparation, une discussion avec la direction de l'aviation civile au ministère ou pas? Alors, on est en discussion avec la DGAC, avec la STAC précisément, et pas à côté du ministère, mais directement à Toulouse. Ouais. Et oui, on travaille directement avec la STAC sur ce projet-là. Donc en fait, la STAC nous aide déjà nous alimentant en données, puisque là, ils viennent de nous donner l'accès à l'intégralité de la base de données sur les suivis collisions, puisque c'est suivi d'un point de vue réglementaire beaucoup plus serré que sur les collisions routières et ferroviaires. Donc ça, on a accès à ces données. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, on fait des points assez réguliers pour bien rester en adéquation avec les besoins de terrain directement sur les aéroports. Et ils nous aident en fait dans la mise en réseau avec des gestionnaires d'aéroports en fait qui seraient intéressés à ce qu'on vienne jouer chez eux, en fait, à nous trouver des terrains d'expérimentation. Donc, ils nous ont donné plein de contacts et on est en train d'avancer là-dessus côté français. D'accord. Et vous travaillez avec Aérobiodiversité aussi dans ce cadre? Ouais, il y a des contacts qui ont été pris avec Aérobiodiversité. Là, c'est Guillaume, le postdoctorant, qui est dessus, qui est embauché sur le projet qui a avancé dans ce sens-là. Mais oui. D'accord. J'ai une dernière question, sauf si quelqu'un veut intervenir. Sur le financement de ce projet, il est assuré dans quel cadre? Parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai pas entendu à ce moment-là, mais... Ouais, je l'ai pas dit. Alors, le projet Aigle est financé. Alors, le postdoc est financé par France Relance. C'est les postdocs France Relance, où c'est l'UGE en fait qui a des financements pour des postdoctorants et de l'environnement et un peu de manip. Et c'est dans ce cadre-là que c'est financé. Pour l'instant, après, on va probablement aller chercher du financement complémentaire, notamment auprès des gestionnaires aéroportuaires. Ok, tu me diras pour le faire. Alors, je vois des questions et des mains qui se lèvent. Donc, alors la première, c'était Elodie M, et ensuite Thomas, et il y avait une question dans le chat aussi qui était posée. Donc d'abord Elodie, puis Thomas, et la question dans le chat. Alors Elodie, je vous invite à allumer votre caméra et votre micro, comme ça vous pourrez... Pardon. Alors, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Ah, votre micro est allumé sur l'application, mais on ne vous entend pas. Peut-être sur votre clavier d'ordinateur. Ouais, t'as le son qui passe pas, Elodie. Entendez là. Oh. Oui, c'est bon. Oui, ok, très bien. Non, c'était juste une question de paramétrage. Donc Sylvain Mollerad m'a déjà introduit en même temps que David Finoza, du coup. Et on travaille sur le projet Psybiome, alors qui est en lien avec la plateforme d'annotation Okapi. Et alors, j'avais une question, en fait, par rapport à la mise en service des capteurs, parce que lorsque j'ai récupéré, en fait, certaines images, notamment auprès d'associations naturalistes, on m'a posé la question de est-ce que les capteurs pourront leur être par exemple TPT, ou du moins est-ce qu'ils auront la possibilité de faire des tests, parce qu'il y a des associations notamment qui seraient intéressées pour les passages à faune, puisqu'ils ont une quantité d'images qui est très importante, et jusqu'à présent ils analysent absolument tous les animaux à la main, donc ça fait des dizaines de milliers de photos qui doivent analyser avec des stagiaires ou par eux-mêmes, ça prend du temps. Donc voilà, ils étaient intéressés par la plateforme Okapi et par justement pour potentiellement tester les capteurs directement sur le terrain. Ouais. Alors, deux choses. J'ai pas parlé de Psybiome là dans le webinaire, donc le sujet capteur pas avant 2 ans, je pense. Mais ça, c'est à voir avec les collègues des Consultes. Par contre, pour la partie analyse sur les données brutes, ça, c'est des partenariats qu'on a commencé à mettre en place avec des fédérations régionales de chasseurs, notamment Occitanie, c'est déjà fait, et on a démarré aussi avec PACA,
Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en route et qui seront un peu plus, je dirais, formalisées et stabilisées en mois de janvier. Mais oui, une possibilité directement de poser les données sur la plateforme. Et là, en fait, la façon dont on travaille avec la Fédération des chasseurs de PACA et en particulier avec Vaucluse, c'est ils posent leurs données sur la plateforme et du coup, il y a là pour l'instant, c'est que le YOLO 5 entraîné sur Coco qui passe en pré-processing, mais ça fait déjà beaucoup de tri, ça leur fait déjà gagner beaucoup de temps en fait sur le tri des données. Et en plus, comme du coup, là, il y a toutes les boîtes qui se font directement, c'est un peu différent de l'approche de Default. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillent, du coup, et après, ils peuvent récupérer leurs données. Donc, ça leur fait gagner du temps sur la notation, le tri, et en plus, eux, ils ont été OK pour les mettre en open. Donc, en fait, ils partagent leurs données avec toute la communauté pour leurs données à noter. Voilà, c'était exactement la question du coup de l'association Nature en Occitanie. Est-ce qu'ils seraient en mesure de déposer leurs photos en fait sur la plateforme et d'ensuite avoir en retour en fait des identifications automatiques sur les espèces? C'est ça. Alors après, il y a quand même encore un vrai sujet là sur la gouvernance des données au sein de la plateforme. Donc c'est pas simple. Donc pour l'instant, la politique qu'on a, c'est de pour les gens qui sont OK pour mettre leurs données en public, pas de problème, c'est le plus facile. Pour ceux qui veulent les mettre en privé, donc avoir la maîtrise complète sur leurs données et pas les partager avec tout le monde, ce qui est tout à fait normal dans certains cas, c'est aussi géré. Le problème, c'est que on a différents statuts de licence d'image, etc., qui sont un peu compliqués. Donc, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a prévu de faire des ateliers justement sur la gouvernance de ces données-là. Comment en fait on va pouvoir partager les données, pas les partager, dans quelle mesure, qui, quand, comment, etc. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Pour l'instant, c'est pas encore clarifié. Donc, en fait, moi, la politique, pour l'instant, c'est tout est en privé. Par défaut, c'est en privé. S'il y a explicitement une demande pour que ce soit des données qui soient ouvertes, pas de problème, c'est facile à faire. Et une fois qu'on aura avancé sur ces questions de gouvernance, le partage sera plus facilité. Mais il y a des vrais sujets délicats là-dessus. Voilà. Merci Sylvain. Effectivement, ça répond aussi par la même à la question qui était posée dans le chat. Voilà. Donc Thomas, tu voulais merci Elodie. Donc Thomas, tu souhaitais poser ta question. Oui, merci Yannick. Bonjour Sylvain. J'ai une question aussi sur l'utilisation de la plateforme. En fait, on y accède via le lien ou est-ce que c'est une installation en dur Non, c'est un portail web. Voilà, très bien. Donc la partie après, base de données et puis confidentialité, privée ou ouverte, ça a été abordé. Je veux savoir un petit peu la zone d'utilisation pour des cas d'application en France. J'imagine que c'est à peu près partout. Est-ce qu'on peut imaginer une utilisation à l'international ou dans des milieux un peu plus exotiques? Là, en fait, pour la partie annotation, en fait, peu importe, puisqu'en fait, on stocke des images, on dit d'où elles viennent et c'est tout. Et après, on fait les annotations. Il faut juste qu'il y ait des gens qui soient capables d'annoter des espèces rares ou pas du tout de nos secteurs. Mais dans l'absolu, à ce niveau-là, il y a aucune contrainte. Ça peut Parce que tu parlais d'un modèle qui avait été entraîné déjà sur à peu près plusieurs dizaines de milliers d'images. Est-ce qu'il faudrait refaire cet effort-là si on est dans un autre cas d'étude? C'est ça. Alors là, c'est un autre sujet, c'est l'utilisation en fait de la partie IA. Effectivement, si on va utiliser si c'est pour utiliser, je veux dire n'importe quoi en Afrique, par exemple, là, les IA sur lesquels nous on travaille actuellement, c'est des IA pour l'Europe. Et même plus spécifiquement pour la France. Donc effectivement, actuellement, les réseaux sur lesquels on travaille, nous, ne permettront pas d'identifier des espèces africaines. Par contre, si c'est enrichi, si en fait nos bases en fait sont enrichies avec des espèces africaines, on pourra très bien en fait faire des réseaux en fait qui sont aussi capables de le faire. Après, il y en a plein qui sont déjà capables de le faire. Enfin, il faut regarder parce qu'il y a déjà plein de réseaux en fait qui existent déjà. Et un des objectifs en fait dans Okapi, c'est de pouvoir d'un point de vue fonctionnel, c'est déjà fait, mais c'est pas interfacé. En fait, on peut sélectionner en fait le réseau qu'on utilise sur notre jeu de données.
Donc en gros, je dépose un jeu de données. Si j'ai un réseau qui est déjà pré-entraîné, qui sait faire, je vais dire n'importe quoi, mais du chimpanzé, de l'éléphant et de l'hippopotame, il n'y a pas de problème. En fait, D'accord, on peut faire le lien vers un autre algo qui peut nous reconnaître notre jeu de données. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est pas tout à fait, ça c'est pas finalisé encore, mais c'est ce qui est en cours. Le fonctionnel est fait, mais c'est pas interfacé. D'accord. Ouais, très bien, ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Et sur la partie occupancy model, la partie d'après encore, je trouve ça super intéressant. Est-ce que là, vous vous basez uniquement sur des données piège photo ou vous avez aussi d'autres informations qui peuvent servir d'entrée à ces modèles, à la création de ces modèles? Peut-être potentiellement des DNA ou des choses comme ça. Oui, c'est des modèles qui se font à partir de n'importe quel type de données de présence. Donc oui, ça c'est pas un souci. Ça. C'est des modèles qui sont très classiques. Hein. Là, le but du jeu c'était plus de faire un espèce de démonstrateur applicatif, mais c'est des modèles qui sont bien connus et on peut le faire avec n'importe quel type de données de présence abondance. Donc oui, DNA, ADN environnemental, des capteurs acoustiques, peu importe. Ouais. Merci Thomas, merci Sylvain. Alors je vois que Tess a levé la main et Aurélie Cuby aussi. Donc d'abord Tess et ensuite Aurélie. Oui, alors moi je me demandais juste l'objectif final. En fait, je me demandais un peu le devenir de ce projet dans la finalité quand ce sera terminé. Le but c'est de créer un outil un peu clé en main qu'on peut utiliser ou je me demandais voilà l'objectif terminal vraiment du projet. Alors, j'ai compris les objectifs scientifiques, mais il y a plusieurs objectifs. Il y a plusieurs applications possibles. Alors, par exemple, chez SNCF, on ne va pas s'amuser à faire ralentir les trains parce qu'il y a risque de. Je sais que ça ne peut pas se faire. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la semaine dernière, il y avait le colloque écologie des transports avec les Asiatiques. J'ai vu que, par exemple, en Inde, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, par exemple. Donc, on peut tout à fait imaginer, en fait, un système qui va directement informer le chauffeur, que ce soit en fait, du véhicule routier ou un conducteur de train, en fait, de la présence et du coup pouvoir avoir une adaptation, soit réduction de vitesse, signalisation intelligente, etc., etc. Donc là-dessus, il peut y avoir plein de petites applications différentes. On a des applications directes. Là, pourquoi on travaille beaucoup avec l'université Gustave Eiffel sur ce sujet-là? Parce qu'il y a des applications directes en fait sur l'utilisation, le développement des véhicules autonomes. Parce que là, nous, si on a à la fois la cartographie du risque et en plus les capteurs embarqués sur la voiture qui sont capables d'identifier en fait les espèces qui nous intéressent, du coup, ça permet d'améliorer la fiabilité en fait du véhicule autonome, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir? J'avais une autre application là directe que je viens d'oublier. Justement. Les équipementiers, pareil, discussion sur ce sujet. On peut avoir des applications directes pour tout ce qui est signalisation intelligente. Donc, il peut y avoir plein de petites applications. Ça, je dirais, c'est très centré infrastructure. Après, c'est un truc que j'ai écrit aussi dans Bison, là, sur le rapport sur le livrable justement sur le numérique. C'est qu'en fait, imaginons que l'objectif, un des objectifs, c'est aussi de pouvoir faire du monitoring. En fait, utiliser les capteurs qui sont disposés sur les infrastructures pour faire du monitoring un peu généralisé. Mais en fait, imagine, c'est installé sur un site, 2 sites, 3 sites. Et puis après, finalement, tu fais une infrastructure un peu connectée. Tu te dis, bon, finalement, je prends de façon opportuniste, je prends tous les capteurs de mon infrastructure et puis, hop, j'étends comme ça. Puis l'infrastructure d'à côté, elle fait pareil. Et puis la ville d'à côté, elle fait pareil. Et à la fin, en fait, tu peux, de proche en proche, là, on est sur du 100% numérique. Je pars loin, là, je fais de la science-fiction. Mais on peut très bien imaginer, en fait, qu'on utilise, en fait, les systèmes de surveillance, en fait, des infra et des villes, en fait, pour faire du monitoring général de la biodiversité. Voilà. Ça, c'était mon petit quart d'heure à science-fiction. Merci Sylvain. Merci. Alors, on avait une question d'Aurélie Cuby qui levait la main depuis tout à l'heure. Donc Aurélie, parole est à vous. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bonjour.
Du coup, je travaille à la Fédération régionale des chasseurs Auvergne-Rhône-Alpes et j'avais une question concernant le deep learning. Est-ce que celui que vous utilisez est le même que celui utilisé pour, par exemple, DeepFaune ou... Alors, c'est pas exactement les mêmes approches. Enfin, rentrer un peu dans la technique des réseaux, mais ils n'utilisent pas tout à fait la même approche que nous. Eux, alors, dans DeepFaune, en fait, ce qui est utilisé, ça permet en fait d'identifier des espèces dans une image. En fait, il n'y a pas la boîte qui se fait au milieu et il n'y a pas le dénombrement en fait des individus. Et si vous avez deux espèces, c'est la première qui est identifiée, qui est conservée. Et à la fin, en fait, il ne met pas la notation sur l'image. En fait, il trie les fichiers et dit là, je vous fais un dossier avec tous les chevreuils, un dossier avec tous les sangliers, etc., etc. Là, nous, le but du jeu, c'est pas forcément, enfin, faire le tri, c'est pas un problème. On le fait. Nous, on est plus avec des algos qui vont faire cette identification, mais en fait, qui vont faire le dénombrement. S'il y a 3 espèces différentes sur l'image, ils voient les 3 espèces différentes. Ils vont comme je disais, les dénombrer. Et du coup, l'utilisation n'est pas forcément exactement la même. Et l'objectif final n'est pas nécessairement de faire du tri dans des fichiers, mais plutôt de vraiment pouvoir l'utiliser pour faire du monitoring. Voilà. Okay. Et après, le deuxième, alors il y a aussi une petite différence, c'est que eux adoptent une approche où on prend l'intégralité de l'image. En fait, ils n'utilisent pas des boîtes englobantes en fait pour faire leur apprentissage. Ce qui fait que, grosso modo, là aujourd'hui, avec même comme je dis, nos réseaux sont pas encore stabilisés, mais pour des espèces équivalentes. Et on a une partie de nos réseaux qui sont communs. Aujourd'hui, avec 30 000 données, j'ai les mêmes performances de prédiction que eux avec 1 million de données. Donc, en termes de consommation énergétique et de volume de données nécessaires, c'est pas la même. Par contre, ça demande l'approche que nous on utilise en fait est plus gourmande en fait en annotation. Et ça veut dire que les gens passent plus de temps en fait sur les images à faire la boîte autour de la bestiole et puis dire voilà c'est telle bestiole et s'il y a 5 bestioles sur l'image, il faut faire les 5 boîtes quoi. Donc c'est plus chronophage au niveau de la notation, mais derrière en matière de performance c'est un peu différent. Donc c'est des approches qui sont complémentaires, qui servent pas exactement à faire la même chose. Et après DeepFaune est développé, enfin je connais bien, on a nos thésards qui travaillent ensemble et c'est plus ou moins les mêmes équipes, puisque Simon Chamaillé, qui est beaucoup le côté écolo de DeepFaune et dans la même équipe qu'Olivier Jiménez, avec qui je travaille sur Okapi. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors Thomas avait à nouveau une question sur l'utilisation sur le projet Aigle qui cible les aéroports et la possibilité d'extrapoler son usage sur d'autres types d'infrastructures, notamment les éoliennes. Je m'y attendais un peu. Ouais, effectivement, on y a pensé. Donc ça fait partie des cibles potentielles. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur l'éolienne. Les approches sont un petit peu différentes. Enfin, les contraintes de travail sont un peu différentes, les approches un peu différentes. Mais en fait, si on arrive à le faire sur aéroport correctement, on pourra le faire sur éolienne aussi. Ouais. C'est même plus facile sur éolienne que sur aéroport. Oui, mais effectivement, on a besoin de ce dialogue inter-infrastructure qui est vraiment important. Alors, une question de Julie Bourdette sur la possibilité d'annoter des vidéos sur Okapi. Les vidéos. Ouais, les vidéos. C'est dans les cartons, c'est pas encore fait. Mais ça devrait être... alors, dans le postdoc justement dans Aigle, on envisage de travailler sur vidéo. Donc, c'est déjà prévu, on a commencé à travailler le fonctionnel. Donc, on espère pouvoir faire les vidéos dans le courant de l'année prochaine. Oui, en milieu marin, c'est pas un problème non plus. Bon, il faudra reconnaître le poisson. Ok. Et en fait, c'est déjà en discussion pour notamment des applications dans le Pacifique. Avec des sujets qui sont un peu différents en matière de deep learning, mais qu'on aborde aussi dans le projet dont a parlé Elodie tout à l'heure dans Psybiome, qui sont la détection en stéréo ou en multicanaux. Donc, alors moi j'avais peut-être une question pour rebondir par rapport à ça, c'est-à-dire que les systèmes de reconnaissance optique des animaux, ça se développe pas que en France. Quel est l'état un petit peu de l'art ailleurs et quels sont les autres, on va dire, projets, peut-être pas concurrents, mais peut-être en concurrence par rapport à Okapi.
Ah non, c'est pas, c'est des complémentaires. Le but du jeu, c'est toujours d'aller sur des choses complémentaires. Donc c'est pas, surtout en fait, quand on fait de l'IA, plus on partage, plus on est performant. Donc, alors il y en a plein. Et là, pour le coup, je pense que David et Elodie maîtrisent ça encore mieux que moi. Mais en fait, il y a des il y a vraiment énormément de projets en fait qui existent un peu partout. On avait un déficit clairement d'IA pour la partie visuelle pour les espèces européennes. Ça manquait pas mal. Il se trouve que DeepPhone et Okapi, on a démarré exactement en même temps, avec les mêmes équipes, etc. Et sur le même sujet, mais pour la reconnaissance, en tout cas, d'espèces européennes, il y a des déficits. Après, il y a donc ça vient compléter ce qui existe déjà. Il y en a beaucoup qui existent pour les espèces africaines, on sans doute. Pour en Amérique du Nord, ça existe. Il y a plein d'algos qui existent aussi, qui font la reconnaissance en Amérique du Nord. Il y en a plein dont je suis probablement pas au courant, parce que au final, c'est pas si compliqué à faire que ça, la reconnaissance sur les espèces, sur l'image. Par contre, il y a des choses qui sont pas forcément pensées, en fait, côté recherche, quand on travaille sur ces sujets-là, c'est qu'il y a beaucoup d'applications industrielles, et le passage, en fait, à l'application industrielle, c'est un des problèmes que nous, on a eu au démarrage d'Okapi. C'est ce que je disais là sur la gouvernance et la maîtrise de la donnée, par exemple, nettement, et des IA qui vont derrière. Il y a certaines applications, il y a certains projets, en fait, qui sont développés avec des licences contaminantes, qui font qu'on ne peut pas faire de développement industriel derrière. Donc, ça reste coincé dans un labo parce que derrière, on ne peut plus avoir d'application industrielle. Et il manque souvent les briques intermédiaires. C'est aussi pour ça que, c'était aussi un des facteurs pour lesquels nous on s'est lancé là-dedans, parce qu'on avait besoin en fait d'industrialisation pour aller sur du déploiement plus massif, et qu'une partie des IA sont pas accessibles de cette manière-là. Mais justement, l'équipe à Moulis travaille sur ce sujet-là, justement dans le PIA, dans le projet Psybiome là, qui est financé par le PIA. Il y a un sujet justement sur l'existant, les problématiques de contamination de licence, etc. D'accord. Merci de ces éléments. Alors, on approche un peu de la fin du webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, des remarques que vous souhaitez adresser à Sylvain. Non, je pense que tu as été clarté. Non, je regarde dans les mains levées. Ah, Tess a relevé la main. Vas-y, Tess. Oui, je ne sais pas si ça va être rapide, mais en fait, j'ai saisi à peu près tout, mais j'ai pas trop saisi le moment où tu parles des modèles de distribution. J'ai compris l'objectif, mais c'est avec Simoico, donc. Non. C'est pas avec Simoico. Non, les modèles de distribution, en fait, c'est pas dessus. Non. C'est en fait, on a utilisé Simoico juste pour simuler en fait en fait, pour faire comme si on avait eu des pièges photos en fait installés sur le site. On a utilisé ces données-là en fait pour simuler des données pour valider le modèle de départ. Mais okay. Sinon, le modèle de distribution lui-même, en fait, il s'en fiche. Il n'est pas du tout basé en fait sur la simulation numérique de dynamique de population. Les modèles de distribution, c'est fait à partir d'observations ponctuelles sur le terrain. C'est pour ça que quand ça marche avec de la donnée environnementale, ça marche avec de la donnée acoustique, etc., etc. Ok, parce que oui, pour moi, c'était lié aux données environnementales. Oui. Ok. Merci. Ok, merci Tess et merci Sylvain de tes réponses. Je ne sais pas s'il n'y a pas de dernières questions, donc je vais proposer effectivement déjà merci encore de ton intervention Sylvain. Je suis ravi effectivement que le programme ITCOP ait été en mesure de labelliser ton projet, de voir combien il évolue aussi. Je pense que c'est aussi pour le ministère avec le soutien qu'on apporte à la FEREC une vraie satisfaction de voir l'effet levier que ce soutien peut avoir sur les projets, et donc on sera ravis de pouvoir continuer à t'accompagner pour les suites que tu as pu nous présenter. Donc n'hésite pas à nous envoyer les éléments nécessaires. Et donc voilà, on clôture l'année 2022 pour le dernier webinaire, hein, mais
On aura d'autres occasions l'année prochaine de se retrouver. Donc, on espère pouvoir publier un agenda de rencontres là au cours du mois de janvier ou février. Donc, on voit pour caler les prochains webinaires. Donc, je vous remercie à tous de votre participation. Vous pourrez retrouver sur l'espace de téléchargement du site TECOP l'ensemble des webinaires qui ont eu lieu sur ces derniers mois et années. Donc voilà, et l'intervention de Sylvain sera disponible en replay très prochainement. Donc merci à Judith pour le travail en régie, en backup, ce que vous voulez, et en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.